1, 2, droits Soleil est un balado du Bureau international des droits des enfants qui informe, explique et questionne la situation des enfants et de leurs droits à travers le monde. Un, deux, droits Soleil! Bonjour, bienvenue dans notre podcast. Moi, je m'appelle Colombe, j'ai 17 ans, puis j'ai passé 3 ans de ma vie en centre jeunesse. Je vous passe la parole à Vénus. Salut, moi c'est Vénus. J'ai passé 3 ans en centre jeunesse jusqu'à date, puis je le suis encore. Je vous passe la parole à Iris. Bonjour, moi c'est Iris, j'ai 16 ans et j'ai passé 3 ans en centre jeunesse et j'y suis encore. Je passe la parole à Sky. Bonjour, moi je m'appelle Sky, j'ai 18 ans. J'ai passé 1 an et demi de ma vie en centre jeunesse et je ne lui sais plus depuis 6 mois. Les voix que vous venez d'entendre sont celles de 5 jeunes qui ont participé au projet Partir de nous, un projet mené par le Bureau international des droits des enfants et l'Université du Québec en Outaouais, représenté par l'équipe de recherche de la professeure Vicky Lafantaisie. Ce projet, mis en œuvre grâce à l'appui financier du Fonds d'aide aux victimes d'actes criminels du ministère de la Justice du Québec, avait 2 grands objectifs. D'abord, favoriser l'autonomisation et la participation significative des jeunes ayant vécu des situations d'exploitation sexuelle, puis outiller les professionnels pour mieux intégrer le savoir expérientiel des jeunes dans les services qui leur sont offerts. Ainsi, dans le cadre de ce projet, les adolescentes ont notamment créé des espaces d'échange et des outils d'information et de formation destinés aux professionnels, notamment ceux du CIS des Laurentides. Tout au long de cet épisode, vous entendrez donc des extraits du balado que les jeunes ont créé. Je prends toutefois la peine de souligner que leurs voix ont été modifiées afin de préserver leur confidentialité. Bienvenue au balado 1, 2, droits Soleil. Je suis Elisabeth Espana, chargée de projet en droits de l'enfant au Bureau international des droits des enfants et votre animatrice pour l'épisode d'aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, nous donnons la parole à différentes personnes qui ont été impliquées au projet pour commenter sur ces extraits et échanger sur l'approche participative, surtout lorsqu'elle est mise auprès de jeunes qui ont vécu des parcours complexes ou des situations de protection de la jeunesse. Donc, pour commencer, je vous propose un petit tour de table que vous puissiez vous présenter, expliquer un peu votre rôle dans le projet, comment vous avez été impliqué. La parole est à vous. Donc, moi, c'est Vicky Lafantaisie. Je suis professeure en psychoéducation à l'Université du Québec en Outaouais. Puis, j'ai la chance de travailler avec les filles qui ont participé au projet depuis 2023, en fait, parce qu'on a débuté le projet avec le CIS des Laurentides, dont avec Karine, qui est avec nous aujourd'hui, à ce moment-là. Puis, on a eu la chance d'avoir l'appui de l'IBCR pour faire la 3e phase de ce projet. Dans le fond, je m'appelle Karine Blair, je suis directrice adjointe pour la réadaptation et l'hébergement au CIS des Laurentides. Donc, je m'occupe des unités de réadaptation où ont vécu ou vivaient certaines filles au moment du projet. Moi, je suis Cindy Amaya, conseillère en innovation et expérimentation au Bureau international des droits des enfants. Et mon rôle au sein du projet consistait à appuyer la facilitation des espaces de dialogue par et pour les filles, ainsi que soutenir la co-construction des outils de formation et d'information prévus dans les cadres du projet. Donc, dans le projet Partir de nous, les 5 adolescentes ont vraiment été placées au cœur du projet. Elles ont commencé par définir ce qu'elles entendaient par étant comme des alliés, donc les professionnels qui correspondaient à ces critères ont été identifiés par elles-mêmes. Ensuite, elles ont créé et co-animé des espaces d'échange avec ces professionnels et durant les échanges avec les professionnels, elles ont aussi proposé des recommandations concrètes issues de leur savoir expérientiel, visant notamment à contribuer à l'amélioration de ces pratiques professionnelles. Comme on l'a mentionné plus tôt, elles ont également été impliquées dans la co-création et co-développement de plusieurs outils de formation et d'information, dont un balado. Je vous propose maintenant qu'on écoute les jeunes nous raconter brièvement la structure de leur balado. Tout d'abord, bienvenue dans notre podcast. Aujourd'hui, on va surtout vous parler de notre arrivée en centre jeunesse, comment on a été reçus, notre histoire. Plus exactement, on va vous parler de nos interventions qui étaient wow, puis ceux qui étaient plus wack, puis on va vous faire nos recommandations sur notre parcours en centre jeunesse. Donc, avant de parler plus en détail sur le contenu puis les messages des jeunes, je vous propose d'abord de revenir sur comment les espaces et les outils ont été co-créés avec les jeunes. Comment ça s'est passé dans le concret avec l'accompagnement de l'UQO et de l'IBCR?
Ben en fait, on a continué avec le même genre de structure de fonctionnement qu'on avait dans les 2 premières phases du projet où on voulait vraiment que les filles puissent être ensemble pour favoriser leur expression. Puis pour ça, ben ça prend certains ingrédients. C'est ça qu'on s'est rendu compte, là. Entre autres, avoir de la nourriture. Ça a l'air banal, mais c'est comme important. Puis tu sais, on se mettait tout le temps en tête de, tu sais, quand on accueille quelqu'un pour pouvoir avoir un échange avec cette personne-là, ben on veut que cette personne-là soit à l'aise, tout ça. Puis si c'est chez nous, ben c'est la même chose, on va la recevoir avec la bouffe, avec plein de choses comme ça. Fait que ça, c'est le genre de conditions qu'on trouvait essentielles à avoir. Puis en tout cas, bref, ce qu'on a voulu mettre en place. Puis le fait de proposer différents moyens d'expression. Fait que, tu sais, entre autres, il y avait beaucoup de discussions, là. C'est pas des filles qui avaient de la difficulté à s'exprimer oralement, tout ça, mais tu sais, il y avait aussi plein de sessions d'échange où on pouvait aussi être accompagné avec des papiers pour être en train de réfléchir, d'écrire nos idées, des choses comme ça. Il y a même des filles, il y en a une, entre autres, qui est très, très artistique, qui aimait beaucoup dessiner, fait qu'elle, même, tu sais, au niveau de ça va être quoi l'ancrage du projet, ben là, elle dessinait, puis là, elle nous faisait des formes super pertinentes et intéressantes, desquelles on pouvait repartir. Fait que, tu sais, on a utilisé plein de moyens comme ça. Même chose avec on écrivait au tableau, ça va être quoi l'heure du jour, qui présente, parce qu'on avait 2 filles avec nous qui étaient là depuis la phase 1 du projet, qui étaient co-chercheuses. Donc, il y avait un rôle d'animation. Puis, on a vu aussi que ça, c'est un ingrédient clé parce que quand c'est juste des adultes qui animent des espaces d'échange pour des jeunes, ben à ce moment-là, il y a certaines limites. Tu sais, entre autres, tu sais, il y a une hiérarchie, là, qu'on le veuille ou non, là, ça existe, là. Donc, d'avoir les filles qui faisaient les mots d'ouverture, le comment ça va du début, puis tout ça, fait que pour prendre le temps de se déposer dès le départ, c'était comme central aussi. Puis, on partait de leurs préoccupations, leurs besoins, de ce qu'elles nommaient, pour après ça construire des trucs à partir de là. Mais c'était pas les adultes qui disaient il faudrait absolument faire un podcast, il faudrait absolument faire ça. Ça fait pas du tout partie de ce qu'on a voulu faire. On les a plutôt suivis, puis on a eu plein de belles surprises comme faut enregistrer un podcast. OK, on va s'organiser pour faire ça. J'ajouterais également que les adultes ont joué avant tout un rôle de facilitation, mais ce sont les filles qui ont identifié les thématiques et les messages qu'elles considéraient comme essentiels, et en lien bien sûr avec leur expérience au sein des services de protection. En parallèle, nous avons également discuté des formats qu'elles jugeaient les plus pertinents pour transmettre cette information. Et lorsque nous leur avons annoncé qu'un budget était disponible pour créer des outils, la réaction a été très, très positive. Et au-delà des formats plus classiques, comme des présentations PowerPoint ou des infographies, et les filles ont proposé de créer des capsules vidéo ainsi que le balado. Et nous les avons accompagnées dans l'élaboration de ces outils. Ce type de démarche participative génère beaucoup d'apprentissage, ou du moins je le suppose. De votre côté, en tant qu'IBCR, UCO, ou même à titre personnel, en tant que Cindy et Vicky, quels ont été ces apprentissages, particulièrement en lien avec le projet Partir de nous, des choses que peut-être vous n'avez pas considérées avant, puis que maintenant c'est devenu peut-être une évidence? Ben, un de ceux-là, pour moi, en tout cas, c'est vraiment que nos outils traditionnels en recherche sont pas très adaptés à la population jeune. Fait que c'est vraiment les filles qui viennent nous apprendre comment faire de la recherche avec les jeunes. Tu sais, moi, ça change complètement ma perspective depuis que je travaille en recherche participative avec des enfants puis des jeunes, de faire ton questionnaire ou ton entretien. C'est super que dans les livres de métaux, ça dit de faire ça, mais quand on arrive puis qu'on jase, ben ça fonctionne pas. Fait que voici ce que je te propose. À la place, on va faire ça relax, on va être ensemble, on va jaser, tu sais, à la place de partir de questions, parce que c'est ce que les comités d'éthique nous demandent là aussi, hein, quand on commence un projet, il faut envoyer nos questions exactes qu'on va poser, mais ça fonctionne pas. Fait que tu sais, moi, je pense que les jeunes pourraient faire partie d'une révolution en recherche pour aller bouger un peu nos manières traditionnelles de faire qui correspondent pas du tout à ce qui est pertinent pour favoriser leur expression. Ça, c'est sûr. Puis, un autre apprentissage qui est vraiment central, c'est que quand
mais ça remet encore en question nos outils traditionnels, nos manières de faire traditionnelles en recherche, là, c'est que quand on va présenter des résultats, traditionnellement, on va faire des conférences, on va faire des articles scientifiques, des chapitres de livres. Là, quand on est dans une démarche participative puis que je dis « Hey, est-ce qu'on écrit un article? » Ben ça l'intéresse absolument aucune de ces jeunes-là et je les comprends très bien. Puis, il y a aucun jeune ou aucune personne intervenante qui va potentiellement avoir accès à ce médium-là. Fait que ce qu'on a décidé de faire, puis c'est comme ça dans d'autres projets, c'est de retarder les productions comme scientifiques classiques pour se centrer sur qu'est-ce qui est important. Ça vient beaucoup des filles. Mais non, mais ce qui est important, là, c'est que les intervenants, les éduques, les gestionnaires, ils l'entendent maintenant, notre message. Fait qu'on va créer des activités de diffusion qui sont différentes puis qui les impliquent directement. Puis ça, c'est vraiment central. Puis à chaque fois qu'on va présenter avec les filles, les gens disent « ça change tout que les filles soient là ». Fait que, tu sais, de sortir de ce carcan-là de chercheurs trad, ben ça, c'est sûr que ça a été vraiment... ça a été vraiment provoqué par les jeunes avec qui on travaille, dont les filles du projet RAP. Là. Fait que ça, c'est des grands apprentissages super, super importants. Puis ça modifie vraiment la façon de faire la recherche avec les enfants puis les jeunes. Est-ce que les jeunes, quand ils ont commencé à participer dans la recherche-action participative, est-ce qu'elles étaient un peu peut-être, je ne sais pas si c'est le bon mot, mais déstabilisées parce que c'était une autre manière de faire ou elles étaient complètement la première chose qu'ils ont eue, c'était de la méfiance. Okay. Fait que dans la première étape de RAP, puis entre autres, il y en a une qui nous a raconté, puis c'était tellement pertinent, elle dit, c'est parce qu'on a déjà eu un projet de recherche, là, ils sont venus, ils ont pris nos cheveux, parce que sûrement qu'ils allaient mesurer l'ocytocine ou peu importe à partir de ce genre d'échantillon corporel, je ne sais pas trop comment dire, là, puis elle dit, on n'a plus jamais entendu parler. Fait que j'ai aucune idée de s'il y a des résultats qui sont sortis de cette recherche-là. Fait que moi, quand ils m'ont vu arriver, ben premièrement, c'est ça, ils étaient comme « Ah ouais, t'es une chercheuse, mais t'as pas l'air d'une chercheuse. » OK, parfait. Je trouve que c'est une bonne base, étant donné la méfiance de base, là. Puis, on a commencé à déconstruire un peu c'était quoi de la recherche. Fait qu'on a donné une petite formation sur c'est quoi de la recherche-action participative. Puis, c'est elles qui ont choisi la question de recherche. Fait que je pense qu'à partir de ce moment-là, ça a facilité la création du lien de confiance. Puis ça, c'est un point important aussi, c'est que dans ces projets-là, pas de lien, pas de projet, là, c'est pas intéressant pour personne, autant pour les personnes chercheuses que pour les jeunes. Fait que ça aussi, de prendre le temps. Puis maintenant, ce que ça a fait, entre autres, c'est un autre apprentissage que je réalise en parlant, là, c'est que maintenant, dans les projets, puis même à l'éthique, ce que je leur dis, c'est je vais prendre 3 rencontres avant de commencer à collecter des données. T'sais. On va prendre 3 rencontres pour apprendre à se connaître, pour être sûr qu'elles sachent dans quoi elles s'embarquent, voir s'ils me font confiance ou pas. Puis après ça, ils pourront donner leur consentement, sinon ça fait pas beaucoup de sens. Fait que oui, c'est ça. Mais ils ont, en tout cas, leur appréciation, c'est que la recherche-action participative, c'est à ça qu'elles veulent participer et pas à donner un échantillon de cheveux, tu sais. Puis ça a comme beaucoup évolué, je trouve, du premier projet à aujourd'hui, des filles qui étaient un peu méfiantes parce qu'il n'y avait pas eu de résultats concrets, à des filles très fières, avec envie de repartager, on a vraiment vu beaucoup de fierté parce qu'ils étaient vraiment partie prenante, on les entendait, on les écoutait, vraiment. Oui, justement, parlant des résultats concrets de mon côté, l'un des principaux apprentissages a été voir à quel point la collaboration avec les filles permet d'aboutir à des résultats concrets vraiment ancrés dans la réalité et qui vont au-delà de la théorie. Et les échanges autour de leur savoir expérientiel. Et on enrichit nos réflexions, les réflexions de l'équipe et ont permis également de développer des outils avec une information claire, illustrée également par des exemples concrets de ce qu'elles attendent des services de protection. Approfondissons maintenant sur le contenu de ces outils. Donc, on en parle depuis tantôt. Les outils en particulier, donc je parle ici du balado, des capsules qui ont été développées dans le projet, ont été pensés comme des instruments visant à outiller les professionnels.
Donc, le contenu qui se trouve dans ces outils vient directement des expériences vécues par les jeunes. Et ces expériences, c'est elles qui les ont choisies. Elles les ont identifiées comme étant pertinentes pour faire avancer ou évoluer les interventions professionnelles. Donc, écoutons les jeunes nous décrire des expériences qu'elles ont eues dans leur placement, certaines positives, d'autres négatives, pour qu'on puisse avoir une meilleure idée. 2 éducs qui étaient beaucoup à l'écoute. Mais c'est ça, ils nous écoutaient quand on n'allait pas bien. C'est ça, j'ai beaucoup aimé. Toi, Colombe. Moi, j'ai eu plusieurs intervenantes aussi, puis je trouve que il y en a quelques-unes qui ont été capables de valider mes émotions sans trop me dire que ce que je vivais, c'était comme... Vraiment. Ouais, genre, tu sais, c'était pas vraiment comme... Tu sais, que c'était valide, genre, que j'avais le droit de vivre ça, que j'avais le droit de me sentir comme ça. Fait que, tu sais, c'est comme... C'est le fun d'avoir vu quelqu'un qui croyait en toi, puis qu'aujourd'hui, t'es capable d'accomplir toutes tes affaires qu'à 13 ans, je me voyais pas faire, tu comprends? Moi, mon premier placement, je trouve qu'on m'a pas assez consulté. Je trouve qu'on m'a pas assez demandé ce que moi je pensais de ma situation, comment j'avais envie de la régler, comment j'avais envie de régler mes problèmes, c'est quoi mes solutions. Il y a personne qui a écouté genre mon avis, genre, de comment que je voyais genre mon placement. Parce que, tu sais, ça a été comme du jour au lendemain, genre. Donc, les jeunes nous partagent ici des expériences assez concrètes, comme vous avez pu entendre, positives en premier et ensuite négatives. De votre point de vue, je m'adresse d'abord à Karine, mais si vous voulez intervenir, vous pouvez y aller. Qu'est-ce que ça peut générer pour les professionnels d'entendre ce type de message en termes de réflexion, ajustement de pratique? C'est une bonne question. Je pense que ça peut... je pense que ça génère, au bout de la ligne, ça va générer quelque chose de positif. Comment c'est reçu, tout dépendant de où tu es positionné en proximité des filles ou un peu plus à distance, ça peut venir secouer des éléments de savoir-être, là, de sécurité, ou parce qu'on s'entend que si les éducateurs le font parce qu'ils veulent amener quelque chose de positif, forcer d'admettre que c'est pas parce qu'on veut créer quelque chose de positif que ça crée un bon effet. Fait que je pense qu'au début, ça peut être difficile à recevoir pour les éducateurs. Le fait que les filles aient ciblé des alliés, des gens qui pensaient qu'ils allaient pouvoir être des facilitateurs entre le terrain et leur message, je pense que ça, c'est un coup de chapeau de leur part. Fait que je pense que au bout du compte, tout le monde est content de profiter de l'expérience. Le fait qu'ils vivent l'expérience, ils viennent nous dire, ben vous pensez qu'en théorie, c'est ça, voici comment c'est vécu. Et il faut partir de l'idée que leur perception, ça reste leur réalité. Fait que même si c'est pas ça que tu as envie de faire vivre, ben c'est comme ça qui va être reçu. Fait que je trouve que c'est... Pour un milieu, c'est riche. En même temps, il faut être humble. Il faut que nos éducateurs soient supportés aussi. Je trouve pas, par exemple, que les filles l'ont amené en grande critique. C'est bien amené, c'est constructif. L'idée, c'est de travailler avec le milieu puis pas de le démolir. Puis ça, je pense que tous les gens autour, autant dans le premier projet que dans le dernier, ont perçu ça favorablement. Je pense que ce que tu mentionnes justement, que c'était des professionnels alliés, c'est quelque chose de très important dans vous, ça a été quelque chose de très important. Je ne sais pas, Cindy ou Vicky, vous pouvez nous parler un peu plus des critères que les jeunes avaient choisis pour identifier justement ces professionnels alliés. Ben, c'était des personnes avec qui ils s'entendaient bien de base, qui avaient eu des expériences positives, puis qui voyaient un intérêt pour leur participation. Fait que c'était vraiment là-dessus qu'ils s'étaient centrés. Fait que c'est sûr qu'ils ne sont pas allés vers des personnes qui avaient une approche très top-down, mettons, là, mais au contraire, aller vers... Mais c'est qui, moi, qui m'a soutenue, avec qui je me suis sentie écoutée, entendue. Puis là, je ne vous cacherai pas que le premier nom qui a sorti, c'est celui de Karine. Parce que Karine était impliquée depuis le début, puis les filles ont vraiment confiance en elle, entre autres parce que quand il arrivait une situation là, XY, ben, on appelait puis on parlait à Karine directement.
Puis Karine, elle parlait aux filles aussi directement. Fait qu'elles se sont senties prises au sérieux de base. Fait que, tu sais, ça, je pense que c'est vraiment comme central dans ça va être qui mes alliés, ben qui me prend au sérieux, là, qui m'écoute pour vrai, puis qui pense vraiment que je peux contribuer à améliorer les choses pour moi, pour les unités, peu importe. Là. Ça faisait vraiment partie de leurs critères de base. Puis, mais tu sais, on a vu le lien se développer au fil des projets avec Karine qui était super présente, puis qui est super présente aussi avec toutes les jeunes, dans le fond. Là, tu sais, Karine, c'est pas une directrice qui est à distance. Là. Elle connaît les jeunes, elle connaît les enfants. Elle est là sur le plancher pour le personnel, pour les enfants puis les jeunes. Fait que ça se ressent. Moi, également, l'ouverture à collaborer avec elle et l'ouverture aussi à recevoir des feedbacks et des recommandations de leur part. Ça a été aussi un autre élément important qu'elle mentionnait. Justement, en parlant des feedbacks, en échangeant avec les jeunes, Karine, est-ce que toi ou ton équipe qui ont participé aux activités, est-ce qu'il y a eu des messages ou des choses que les jeunes ont dit qui vous ont peut-être bousculé ou qui vous ont amené à repenser certaines de vos pratiques ou qui ont généré une discussion à l'interne dans l'équipe? Plein de choses ont amené... plein de ce qu'ils ont dit ont amené des choses qu'on réalisait déjà puis qu'on essaie de faire pression avec les équipes pour changer la pratique que les filles sont venues supporter par leurs commentaires. Comme je disais, des perceptions aussi de OK, comment on accompagne nos éducateurs. Hein, parce qu'il faut savoir qu'en réadaptation, c'est quand même une clientèle qui a des grands besoins, mais avec du personnel qui va être le personnel à peu près le plus jeune parce que tu es dans un format de 24 heures sur 24, 7 jours par semaine. Fait que ça attire pas une fois que les gens ont des familles, ils veulent pas travailler le soir, les fins de semaine. Fait qu'un grand roulement puis du personnel très jeune, ça a amené des constats, je trouve aussi, de dire on travaille beaucoup le savoir en les formant, le savoir-faire, mais ce que les filles nous disent, c'est que c'est beaucoup d'enjeux de savoir-être, de façon d'être considérée, dans la façon d'être accompagnée. Fait que ça remet des choses des choses en question, puis des choses qui se questionnent pas juste chez nous, qui se sont questionnées au niveau provincial avec des nouvelles orientations pour la réadaptation, avec plus d'envie d'entendre ce que les jeunes disent. Fait que je trouve que l'idée de partir de la pratique, puis là, d'avoir les commentaires des filles, ça nous permet vraiment d'ajuster une réalité qui devrait être meilleure, tu sais, parce que on va avoir le meilleur des deux, mais tu sais, il y a des éléments, je réfléchissais en réécoutant les extraits des filles aussi à dire, ben ça va pas non plus être juste chez nous. Les milieux d'enseignement doivent tenir compte de ces aspects-là aussi parce que nos éducateurs arrivent formés d'une certaine façon, puis pas formés nécessairement pour que le vécu expérientiel ait tant de place que ça. Vraiment. Non, mais les maisons d'enseignement collégiales universitaires ont vraiment à apprendre de ça aussi. Fait que c'est quelque chose qu'on se rend compte avec tous les projets, dont celui-là, qu'il va falloir revoir là, la formation pour s'assurer qu'il y ait des méthodes participatives qui soient mises de l'avant. Là. Ouais. Donc, dans le cadre de ce projet, les jeunes ont utilisé leurs expériences pour formuler des recommandations concrètes. Je vous propose qu'on écoute quelques-unes de leurs recommandations. Puis en revenant, je voudrais vous entendre sur la façon dont ces recommandations pourraient éventuellement renforcer les compétences des professionnels de la protection de la jeunesse. Plus d'écoute, plus de gens qui sont plus d'intervenants par unité, plus de chambres, plus de réconfort, plus de... Ça fasse plus comme chez nous, genre. Une maison, genre. Ouais. Plus une maison qu'une unité. Un peu comme, dans le fond, une ressource. C'est pas obligé d'avoir l'air d'une prison, ça pourrait avoir l'air un peu plus familial. Ouais. Fait que, toi, Iris, c'est quoi tes recommandations? Moi, c'est Iris. Mes recommandations, ce serait que les éducateurs nomment les droits des jeunes à leur arrivée pour qu'ils puissent savoir à quoi s'attendre. Puis c'est ça. Genre, comme Colombe m'a dit, plus de formation, plus d'études, et non, genre, juste être là pour le nom d'éducateur, pour avoir du pouvoir.
plus de formation au niveau de la gestion sur soi-même, sur eux-mêmes. Parce que dans le fond, c'est pas la technique qu'ils reçoivent. Parce que oui, les techniques, malheureusement, ils vont toujours faire mal. C'est une contention. Malheureusement, c'est pour arrêter que toi, tu te fasses mal ou te faire mal à quelqu'un. Ou pour te dépasser. Exactement, ou pour te dépasser. Malheureusement, il n'y a aucun autre moyen que de faire non pour de vrai. Donc, elle nous parle d'être plus écoutée, d'une approche peut-être un peu plus humaine, chaleureuse, d'être informée sur leurs droits. Puis, ça revient beaucoup aussi la nécessité de former les intervenants, notamment sur les mesures de contention, mais je pense qu'elle parle de manière générale. Donc, voilà. Donc, comment vous voyez qu'on peut concrétiser ces recommandations des jeunes? Il y a déjà des éléments en travail. Tu sais, le collectif des ex-placés a fait un super document, tu sais, droit de la cité, qui vient remettre en lumière les droits des jeunes, l'importance qu'ils les connaissent, ces droits-là. Il y a eu des présentations à l'été dernier à l'ensemble des jeunes qui étaient là. Il y a eu des achats du matériel. On débute des animations sur les ateliers en lien avec les droits. On est en test dans une unité là, pour voir comment ça se vit. Est-ce que c'est facile? Et je pense qu'après ça, il faut on est en train de regarder comment, en départ de placement, on va bien présenter aux jeunes ses droits. Tu sais, de lui dire c'est quoi tes droits, voilà comment ça fonctionne. Il a fallu aussi préparer les équipes, hein, parce que ça aussi, ça amenait. Les gens ont peur. Tu sais, les éducateurs ont peur de perdre du contrôle, de perdre du pouvoir. Fait que, tu sais, ça, on les accompagne aussi. Fait que je trouve qu'il y a déjà un bout. Il faut que ça se poursuive, il faut que ça soit connu, il faut que ça soit en continu. Puis, je pense qu'il y a aussi une réalité de ne pas prendre pour acquis que les jeunes sont au courant de choses qui, pour les équipes éducatives, deviennent du quotidien, puis de ne pas assez les expliquer. Fait que, tu sais, de dire on n'expliquera jamais trop comment ça fonctionne, pourquoi ça fonctionne comme ça, puis de mettre aussi d'autres jeunes des unités à profit qui peuvent venir accompagner d'autres jeunes. Fait que, tu sais, je dirais, là, il y avait l'aspect des droits, mais ça vient teinter déjà des choses. Le fait de faire le projet fait que tu n'es plus à la place où tu étais la veille du projet. Mm-hmm. Puis après ça, ben, de co-construire là-dessus pour être meilleur, tu sais. Puis, tu sais, on a vraiment vu l'évolution, là. On en parle souvent, Karine puis moi. Puis, tu sais, juste pour donner un exemple, à la deuxième phase du projet, il y a une éduc qui m'a écrit pour me dire, là, telle jeune participante, elle me demande une liste de ses droits. Fait que là, j'ai dit, oui, ben, tu peux lui donner, tu sais, ça va dans le sens où c'est normal, tu sais, c'est ça que vous êtes censé faire, tu sais, mais je pense que, encore une fois, la formation est lacunaire. On parle pas des droits des jeunes dans les formations au cégep puis à l'université en relation d'aide, ou si oui, c'est des petites initiatives personnelles, mais dans les programmes de formation de base, ça, c'est absent. Fait que, tu sais, je vois une espèce de convergence dans tous les projets avec le collectif Ex-Placés, qui s'est intéressé aux droits des jeunes placés, entre autres, tout ça. Fait que c'est comme si toutes ces initiatives-là, ils poussent vers le même sens. Fait que ça vient nous parler que les expériences vécues en centre de réadap, en centre de jeunesse pour les jeunes, ben tu sais, il y a quelque chose qui se ressemble là, d'un territoire à l'autre au Québec. Puis ça, ben moi, ce que je trouve que ça fait, c'est que ça donne du poids pour aller parler avec notre DPJ nationale qui est super ouverte, puis c'est ce qu'elle veut, en fait, pousser vers ce que les jeunes disent. Puis ça, moi, quand j'ai commencé à m'intéresser à ces sujets-là, puis que j'écrivais des articles, le genre de remarques que j'avais des personnes évaluatrices, c'était « Oui, mais là, c'est juste un petit échantillon, là, tu pousses pas un peu trop loin, il me semble que ça n'a pas de bon sens. » Puis là, ben, on se rend compte que finalement, c'est la même expérience qui est répétée un peu partout. C'est la même expérience qui est vécue par les jeunes un peu partout. Fait que ça vient amener du poids à ce momentum-là, là, si on veut, parce qu'on est quand même dans un moment qui favorise le changement à cause de la commission Laurent, entre autres, puis tout ça. Là, fait que ça nous pousse vers ça. Fait que les filles ont continué de pousser vers ces besoins de transformation-là. Puis, je pense que les outils qu'elles ont produits vont contribuer à la sensibilisation aussi, autant en centre jeunesse, mais aussi plus largement. Tu sais, comme là, avec entre autres José qui est là dans le projet qui est chargé de cours, ben nous, on utilise les outils dans les cours.
pour les passer aux futurs intervenantes, tu sais, qui vont aller accompagner ces jeunes-là. Fait que leur projet dépasse juste le 6 des Laurentides. Tu sais, il va aller toucher plus largement, plus loin, autant dans la structure provinciale, si on veut, que dans les maisons d'enseignement. Fait que du positif. Puis on se rend compte que de sonder les jeunes, là, c'était des projets particuliers en lien avec des enjeux d'exploitation sexuelle, mais ce que les filles ont ressorti, ça n'a rien à voir avec ça va bien au-delà d'une problématique, ça concerne n'importe quel jeune placé de n'importe quel âge. Leur réflexion est allée au-delà de ça. C'est pour ça que tu dis, l'échantillon, est-ce qu'il est petit? Quand une personne nous donne son avis, ça vaut la peine de tendre l'oreille pour savoir si cet avis-là se répète. Tellement. Puis on les sonde de plus en plus. Les jeunes, on est dans l'ouverture d'un changement de mandat, d'une unité, on est allé sonder la perception des jeunes, comment tu vois ça. Puis ils ont ressorti des choses qui sont similaires à ce que les filles ont dit. Fait que je pense pas qu'il y a de trop petits échantillonnages. Ça nous amène à dire, OK, soyons à l'écoute et soyons à l'affût de savoir si ça pourrait avoir un impact sur la façon dont on va faire ou qu'on fait les choses. Oui, moi, j'ajouterais que le fait que ces recommandations viennent directement des expériences des filles permet à la fois de confirmer ce qui fonctionne et de mettre en lumière ce qui pourrait être ajusté ou peut-être déconstruit. Oui. Et ce sont des propositions, les voix formulées à différents niveaux et qui peuvent inviter à la réflexion non seulement les personnes qui les accompagnent dans les quotidiennes, mais aussi les décideurs. Mm-hmm. J'avais une autre question pour Karine. Donc, l'équipe des 6 des Laurentides, je trouve que, en tout cas, ceux que j'ai rencontrés, c'était très ouvert, très dans cette posture de déconstruire leurs pratiques. Je me demande un peu plus, en comparaison avec d'autres centres de réadaptation, est-ce que c'est une réalité qu'on voit dans d'autres équipes ou c'est quelque chose de très spécial de l'équipe du 6 des Laurentides? Non, je pense que c'est la tendance provinciale qui se prend de voir la réadaptation avec les recommandations de la Commission Laurent, avec un nouveau cadre de référence qui va arriver à l'automne prochain, qui était comme, on a trouvé le mot difficile au début, mais qui était comme humaniser les services de réadap, parce que tu n'as pas l'impression qu'ils ne sont pas humains. Fait que le mot a fait mal aux recommandations de la Commission Laurent, mais finalement, c'est juste que ça construit une façon de voir les choses un peu moins... je vais dire organisationnel, c'est pas ça, mais un peu moins structurel, un peu plus qui tient compte. Fait que je pense qu'on est peut-être à des degrés différents, mais tout le monde tend vers ça avec, on nous a donné une couleur provinciale. Il y en a qui sont ils ont plus teinté, moins teinté, mais je pense pas qu'on va se retrouver avec des gens qui sont à l'opposé de ça quelque part dans le Québec. Mais moi, je tiens à dire que je suis vraiment contente de pouvoir travailler avec Karine. Toujours un bel accueil pour les projets de recherche qui vont dans ce sens-là. Mais c'est sûr que ça facilite ton travail aussi. Énormément. J'imagine, je ne sais pas si tu as eu d'autres expériences où c'était complètement différent. Ou en peut-être fait, une plus grande réticence dans d'autres... Mais pour être très honnête, j'ai commencé à travailler en CR au site des Laurentides. Puis je veux juste répéter l'expérience. Fait que j'ai pas comme... j'ai essayé un petit peu dans d'autres centres, mais avec qui j'avais pas comme cette relation-là. Tu sais, de la recherche, c'est la même affaire de mode dans mon sens. Là. De la recherche action participative, ça se base sur des relations. Fait que c'est la même chose là. Tu sais, si on a une bonne relation puis qu'on a commencé à travailler ensemble puis tout ça, puis que ça se déroule bien, ben c'est une confiance mutuelle qu'on s'apporte. Puis tu sais, c'est sûr que je comprendrais là, qu'un centre soit comme un peu réticent à il y a un projet. Tu sais, Karine, elle nous a ouvert les portes. On est allé dans les unités faire des activités avec des enfants, avec des ados, puis tout ça. Fait que je pense qu'elle l'a fait parce qu'elle me faisait confiance. Je parle pour toi. Oui. Parce que j'ai goût de voir évoluer la pratique en sachant qu'on va mettre en lumière des choses qui sont pas, comme je disais, l'intention, c'est pas que ce soit pas wow, mais c'est ça que ça crée. Fait que, tu sais, il faut avoir cette ouverture-là à recevoir la critique. Puis je pense que, indépendamment que ce soit moi, il faut quand même qu'il y ait une volonté organisationnelle parce que ce message-là doit se passer auprès des équipes,
doit se passer auprès des gestionnaires et que s'il y a des écarts, puis on en a eu dans le premier projet, des écarts entre ce qu'on disait que les filles devraient vivre, comment ils étaient reçus une fois dans l'unité, bien qu'on soit tous du même œil pour les, ensemble, puis qu'on voit tout ça du même œil pour les supporter. Parce que sinon, ça va représenter des enjeux d'écart. Les filles vont vivre un écart entre ce qu'on leur propose puis ce que finalement on fait. Fait qu'il faut quand même qu'il y ait une volonté de l'organisation, même si ce ne sera pas un long fleuve tranquille, mais à se porter cette voie-là. Là. Ouais. Je m'improvise une autre question, juste parce que je serais intéressée. Est-ce qu'il y a une suite à la recherche action participative? À ce projet, ouais. Ben on aimerait. Là, d'ailleurs, ben il y a un outil qu'on a co-construit, que les filles ont co-construit dans la phase 2. Puis là, on est à l'étape de chercher du financement pour pouvoir le produire. Puis c'est un outil d'analyse des besoins pour les jeunes placés en CR. Mais quand Karine parle d'une volonté provinciale là, d'aller vers ça, ben on a rencontré la DPJ nationale qui est super intéressée à ce qu'on puisse aller de l'avant avec cet outil-là. Pas juste au CIS des Laurentides, mais dans toutes les CIS de la province. Donc ça, c'est vers ça qu'on s'en va pour la suite. Ça va être quand même beaucoup de travail. Il faut le produire, repasser graphisme et compagnie, je m'y connais pas du tout. Là. Puis ludifier l'outil pour que ça devienne un jeu d'analyse puis que tout le monde ait envie de jouer avec pour mieux comprendre les besoins des jeunes qui sont placés. Donc, pour terminer, selon vos expériences respectives, en quoi ce type de démarches participatives peuvent-elles être un levier pour soutenir l'autonomisation des jeunes, en particulier celles et ceux qui passent par des situations complexes ou des placements en protection de la jeunesse? Ben, on a déjà un petit peu parlé, là, mais si je poursuis vers ça, tu sais, à petite échelle, là, les filles qui ont participé à ce projet, ben elles se sont comme vraiment beaucoup ouvertes là, de mille et une façons. Tu sais, il y en a une, je me rappelle au début, là, elle était dans le coin puis elle disait pas un mot puis elle regardait par terre. Là. Mm-hmm. Tu sais, ça, c'était vraiment comme... c'est ça, c'était comme quelqu'un de super fermé. Puis là, elle donne des conférences devant des salles de 100, 200 personnes. Tu sais, fait qu'il y a comme une espèce de confiance. Puis elles le disent elles-mêmes, c'est comme, ben maintenant, je pense que ma voix peut changer quelque chose. Fait que, tu sais, cette fierté-là de participer au projet, cette confiance-là, qu'elles ont gagné. Puis, tu sais, il y en a une qui a participé à une capsule sur les droits des jeunes à l'extérieur avec d'autres personnes chercheuses. Il y en a une autre qui a fait un autre podcast sur les relations chez les ados, les relations amoureuses, tout ça. Fait qu'ils sont sollicités aussi pour d'autres projets. Là, il y a un autre projet, une autre chercheuse de l'IUJD, en tout cas, qui les a approchés pour voir est-ce que vous pouvez venir travailler avec moi aussi en recherche. Fait que, tu sais, ça a quand même ça modifie d'une certaine manière leur trajectoire avec plus de confiance, plus de capacité aussi, puis parce que c'est comme si on a eu la chance de les développer, ces capacités-là, dans des espaces qui sont plus ouverts. Fait qu'en tout cas, moi, je suis juste extra fière puis admirative de qui elles sont puis de ce qu'elles font, là, vraiment. Puis je trouve qu'à plus petite échelle, ça leur permet aussi de reprendre du pouvoir sur leur situation, d'avoir vraiment une impression qu'ils peuvent faire quelque chose, que ça peut faire bouger les choses. Puis c'est ça qu'on veut, qu'ils prennent leur situation en main. Je trouve que ça leur a permis d'avoir un pas de recul puis de faire des constats forts intéressants pour eux puis à partager avec d'autres jeunes, mais vraiment, c'est ça, cette mise en action-là, de dire pendant que je suis là, je peux être contributif à ce qui se passe quelque chose. Puis, tu sais, j'entendais des filles dire, des filles qui étaient, à la fin du podcast, des filles qui n'étaient pas sorties de la réadap, tu sais, être encouragées parce que ceux qui étaient sortis, de dire t'es capable, mais de dire vous allez tous vous en sortir. Quel chemin puis qu'est-ce que vous allez faire de ce bagage-là? Je trouve que ça, c'est venu redonner un rôle, une position tu sais, d'empowerment là, qu'on veut que les jeunes ressentent, puis que des fois le milieu éteint un peu, tu sais. Moi, je pense que ce type de démarche montre qu'il est possible de trouver un équilibre entre la participation et la protection. Ça, on parle souvent que c'est pas un enjeu mineur. Et il est vraiment important de réfléchir à d'autres manières de faire avec les jeunes et de les expérimenter avec eux.
Et comme ça, les réflexions autour de la gestion des risques, par exemple, et de ce qui est possible ou non dans le cadre des dispositifs de protection, et se font avec les jeunes eux-mêmes. Et cela permettrait de trouver des solutions construites ensemble et qui bénéficient, dans la mesure du possible, bien sûr, à toutes les parties. Moi, je me pose une question, est-il réellement possible de parler d'autonomisation des jeunes si l'on continue à penser à leur place et à les voir uniquement comme des vulnérables? Ben oui, tout à fait. Puis, ce que tu racontes, ça m'amène un exemple, c'est que, j'ai déjà parlé du comité éthique à la recherche qu'on doit rencontrer, tout ça, puis ils sont revenus plusieurs fois, tu sais, avec certains questionnements, des choses qui les titillaient, disons, puis il y avait entre autres la question justement des risques. Fait, c'est quoi les risques pour les filles de participer à un projet comme ça, puis c'est quoi les moyens qu'on va mettre en place pour les atténuer. Puis là, on a fait, on va leur demander directement, tu sais, même si c'est comme un truc qui est réservé généralement aux chercheurs, chercheuses. Mais écoute, moi, j'avais écrit quelques idées, mais là, les filles ont fait « Non, mais il y a ça, puis il y a ça, puis il y a ça. » Puis tu sais, c'est grâce à leur réflexion collective qu'on a pu avoir une réponse satisfaisante pour le comité d'éthique, tu sais. Fait que réfléchir aux risques, sont capables de le faire, là. Tu sais, ça, on doit plus avoir de doute là-dessus, là. Les personnes, les ados qui sont placés, les enfants aussi sont capables de réfléchir à leur situation si on met les conditions en place pour qu'ils puissent le faire, évidemment, là. Puis quand on les écoute, tu sais, à travers le podcast, ils vont pas nous dire que tout est beau. Ils vont nous dire qu'ils en ont des écarts, qu'il y avait des écarts de perception, qu'ils ont des besoins, que des fois qu'il faut qu'ils soient accompagnés beaucoup, tu sais, en grande proximité. On va pas être je trouve que l'approche les amène pas à être en déni, les amène à être très réalistes par rapport à ce qu'ils vont avoir besoin. Donc, que le cadre reste là, tu sais, de dire, j'en ai besoin de cette structure-là, mais comment elle peut plus répondre à mes besoins? Puis je pense que peut-être que ça se passera pas sur le moment du placement, mais si dans la relation, si dans les projets, on installe chez les jeunes qu'avec l'adulte ou avec toi, tu peux reprendre du contrôle, ce sera un plus pour la suite du chemin, peu importe le moment où ça va se passer. Vraiment. Donc, un grand merci, Vicky, Karine et Cindy, d'être ici avec nous, d'avoir échangé, réfléchi ensemble. Je veux également remercier les jeunes pour leur contribution qui a été très précieuse tout au long du projet. On espère que cet épisode a permis de mieux comprendre la richesse des approches participatives et qu'elles peuvent avoir des impacts qui sont concrets. Donc, je vous remercie une dernière fois. Merci de nous avoir écoutés et à bientôt pour un prochain épisode.